j'ai adoré. Mais alors, je résume. J'imprime la fiche résumée, les 4 thèmes, ouais, les 4 référentiels. Et ensuite, tu examines les thèmes avec le RET. Et après, voilà, et je regarde les aspects planétaires par rapport à avec l'unique, le soleil, la représentation et après la transcendance. J'essaie de faire, de rentrer dans ce vocabulaire et cette démarche. D'accord. C'est génial. Comme on va faire là, on va se lancer. Donc, bonsoir et bienvenue dans cette séance de commentaires astrologiques pour la période du 26 mai au 2 juin 2021, soit la 3e phase de la 2e lune de printemps, de la pleine lune, donc le mercredi 26 mai à 13h13, au dernier quartier, le mercredi 2 juin à 9h24. Alors, on va sortir les thèmes de ces moments. Je partage et c'est parti pour le thème du dernier quartier. On a perdu Christophe. Il va revenir, j'espère. Le thème du dernier quartier, on va plutôt commencer par le thème de la pleine lune. On peut regarder remarque à l'envers, c'est pas inintéressant. Je prends mes lunettes. Là. C'est vrai, après tout, tiens. On voit le plus tard et on va revenir sur la pleine lune. Mais alors, d'entrée, on affiche ce thème et bon, vous regardez en haut à droite, là. Hein, on voit tout de suite ce qu'il y a dans l'axe d'horizon. Mars à l'ascendant Cancer opposé Pluton au descendant Capricorne. C'est raide. C'est même mortel, dirais-je. Glurp. Ceci étant détendu, cette opposition étant détendue par Neptune, Poisson en 9. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'âmes qui montent au ciel, excusez-moi, mais dans cette configuration, c'est vraiment très trash, c'est chez nous. Héliocentriquement parlant, donc d'un point de vue global, planétaire, on va avoir une opposition Vénus à Pluton, qui advient le jour du dernier quartier. On a eu aussi une opposition Mercure à Uranus qui advient le 28. Et elle est passée au moment du dernier quartier. Donc ça nous parle des médias et de ce qu'ils racontent, n'est-ce pas? Et on se retrouve avec une belle configuration, un beau trigone, un grand trigone, donc Mercure, Vénus, Neptune. Christophe me parlait tout à l'heure de l'incendie de Notre-Dame. Il avait fait l'ingresse lunaire précédent et on avait Vénus-Neptune culminant. Pour parler de Notre-Dame, c'est franchement bien, Vénus-Neptune, hein, Neptune étant sa dimension mystique et qui soulève tout le monde. On l'a vu quand on avait fait des thèmes d'apparition, on a travaillé là-dessus avec Gilles sur pas mal de thèmes d'apparition de la Vierge. Et puis Vénus pour être la figure représentative, en plus elle est en Cancer, la représentative qui est là, qui est présente, qui touche. Donc Neptune, Vénus, les relais du petit E, ça touche, je montre le T, hein. Neptune, de la transcendance à l'existence, donc le côté qui peut être apparition, qui est de l'autre monde. Et puis Vénus, qui est l'incarnation de la représentation idéale, qui représente donc ce qu'on préfère, le meilleur, ce qu'il y a de mieux. On se revient sur les thèmes. Voilà. Et ceci est en signe d'eau, c'est-à-dire Vénus Cancer. Va rentrer en Cancer d'ailleurs le 2, le jour en géocentrique, elle rentre en Cancer dans le signe du Cancer aussi. Oui. Donc elle va être Cancer.
Oui, juste après, dans l'après-midi, là, c'est à 7h24 et ça doit être c'est une douzaine d'heures plus tard. Donc Vénus Cancer, Mercure Scorpion, Neptune Poisson, grand trigone d'eau, qui sauve, mais c'est là-haut que ça sauve. C'est là-haut où c'est pour ceux qui captent la structure, ce qu'on capte nous, par exemple, avec ce regard sur les thèmes qui nous montrent à la fois le monde visible à droite de l'image et le monde invisible à gauche de l'image. À l'échelle individuelle en bas, à l'échelle collective en haut. Donc voilà notre quadripartition. Et donc chez nous, en France, putain, ça dégomme, quoi. Je trouve que ça dégomme. J'ai entendu hier une vidéo qui a l'air assez virale, où un soignant et un pompier qui témoignent qu'il y a plein d'AVC consécutifs au vaccin, quoi. Il y a plein d'AVC et c'est tous des gens qui ont été vaccinés. Et ça y va à l'appel. Ils ne seront pas étiquetés Covid ni cause du vaccin. Là, je ne sais pas comment tu vois ça, Michel. Alors, de surcroît, nous avons Mars qui est conjointe à l'étoile Pollux pour la pleine lune. Alors, je vais revenir sur la pleine lune, parce que là, on projette, hein, on arrive début juin. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, la plus culminante, c'est Neptune, en Poisson. Le milieu du ciel est en Bélier, nouvelle configuration. Oui. Et Uranus à pointe de 11, en Taureau. Il fait un petit sextile à la Lune. Situation exceptionnelle. Peut-être un peu de beau temps pour ce moment-là. C'est ce qu'il dit, oui, d'accord. Oui. Voilà. A priori, oui. Mais au fond, c'est pourri. Pense, parce que Mars opposé Pluton, voilà. on fait péter une bombe pour que ça fasse dégager le ciel ou quoi, là. On peut se poser la question. Ouais. Mais bon. Ouais. Là, j'ai pas en tête une vidéo que j'ai écoutée, faite par un grand spécialiste sur les analyses des incendies. Je n'ai pas retenu le nom, mais je peux retrouver la vidéo. Et le gars, il explique qu'a priori, il aurait été traité les charpentes de Notre-Dame quelques jours avant l'incendie. Et c'est pas de la faute des gens, mais les produits qu'ils ont mis, ils ne pouvaient que créer un problème chimique et mettre le feu. Et ils donnent même les références des produits. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Non, mais ça confirme... Et c'est top secret. Ah oui, bien sûr. mais ce serait très intéressant de reprendre avec le jour de l'incendie et retrouver cette vidéo. Je vais essayer de la retrouver pour essayer d'incrémenter à quel moment ça a démarré. 18h52. Le paradoxe, c'est que dans l'examen de ce spécialiste, il dit qu'ils ont compris pourquoi, quand les pompiers arrosaient, plus ils arrosaient, plus ça activait le feu, parce qu'il y avait une réaction chimique. Ouais, parce que... Oui, d'accord. Vous voyez, et là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, c'est possible. Parce qu'on n'éteint pas un incendie de la même façon qu'il soit d'origine électrique ou d'origine chimique. Ils ne savaient pas, les pompiers. Oui, bien sûr, oui. Mais oui. Oui, oui. Ah ouais. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir accès à ce rapport de cet ingénieur expert. Oui. Parce qu'a priori, le rapport, on doit pouvoir y accéder, même si c'est en justice, et de voir avec des spécialistes de ces problématiques-là s'ils partagent l'avis de ce monsieur ou pas. Même si c'est important. Oui, non, je suis d'accord. Technique, technologique. Tout à fait, pour celui qui veut mener une enquête. Et nous, essayer de faire parler ce qui est l'unique, la représentation et la multiplicité. Faire parler la transcendance. Faire parler le logoscope. Voilà. Parce que c'est le logoscope, en fait. Voilà. La matrice RET, c'est le logoscope. C'est comme le télescope pour regarder dans l'univers extérieur. Et bien là, c'est pour regarder dans l'univers intérieur, ou du moins à travers toute la structure, quoi, finalement, au final.
Une fois qu'on s'est exercé d'abord sur Mais c'est soi-même. là où c'est. Ouais. Mais tu vois, si je n'avais pas déjà fait tout le travail que j'ai fait, même si je m'y prends mal, je n'aurais même pas capté ça. Et là, je suis très content d'avoir capté. Pas pour en parler, ça ne veut rien dire. Mais c'est intéressant de comprendre la partie visible de la partie invisible. C'est ça qui est intéressant, génial. Et oui, en fait, Voilà. c'est comme le tissu, il y a l'envers, il y a l'endroit, il y a l'envers. Et c'est comme la scène, le devant de la scène et l'envers du décor. C'est la vie, Voilà. elle est toujours comme ça, la vie. Il y a l'endroit, il y a Oui, oui, l'envers. Ce que les anciens savaient je suis parfaitement, que d'accord. ce que notre culture rationaliste et positiviste a essayé de nier, mais à force de la nier, ben, ça nous ramène. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi que ça dit là. Ça fait partie de ce que ça dit. Mmh. D'ailleurs que l'évidence voilà, revient sur le tapis, il faut tenir compte de l'autre monde. Hein. C'est-à-dire Mmh. tout ce qui se ressent, tout ce qui se passe par des canaux invisibles, mais qui pourtant fait partie du tissu. Ça fait vraiment partie du tissu. Donc voilà ce dernier quartier, Vénus, Mercure, donc qui sont conjointes, hein, le 29. Ah, je vais rappeler les conjonctions de Mercure et de Vénus, car là, elles sont conjointes, donc Mercure est rétrograde. C'est ça, donc c'est parce qu'elles ont déjà été conjointes le 26 avril, dans le 14e degré du signe du Taureau. Elles étaient alors directes, Mercure était direct aussi, et le 13 février, dans le 15e Verseau, je crois qu'à ce moment-là, Mercure était rétrograde. Donc ça fait 3 conjonctions tous les 2 mois, même pas, entre Mercure et Vénus, là, en géocentrique, ce qui n'est pas non plus habituel. C'est pas rarissime, mais voilà, c'est un concours de circonstances. Je dirais que vraiment, c'est au niveau des gens qui se fréquentent, des idées qui se brassent, des nouveaux réseaux aussi, enfin, nouveaux cercles, nouveaux groupes qui se forment. Alors, la première, donc, le 13 février, était 15e Verseau, là où se trouve Saturne en ce moment, hein, là où pile à peu près sur le degré de Saturne. Et la deuxième, le 26 avril, était dans le 14e Taureau, donc là où il y a Uranus. C'est très marrant. La première était là où il y a Saturne, la deuxième était là où il y a Uranus. Ouais. Ouais. Alors, on va revenir voir, on va parler donc de Mars qui est conjoint à l'étoile Pollux. C'est intéressant aussi d'aller voir un peu parce que, et donc de la Lune qui est conjointe à Antares pour la pleine Lune. Je propose de revenir pour l'instant sur la pleine Lune, cette fameuse éclipse de Lune. Oh, mais Christophe est là, je ne le voyais pas. Attention Christophe, on te voit. Alors, ça, c'est donc différent. Là, nous avons Jupiter au couchant, donc Jupiter qui est à 1 degré Poisson, qui donc se couche au moment de la pleine lune. C'était donc à 13h13, le soleil est en maison 10. Et donc la lune, pour nous, elle est au fond du ciel, on ne la voit pas. J'ai montré tout à l'heure des photos qui sont déjà arrivées cet après-midi, parce que les Américains, eux, ils ont pu voir l'éclipse, donc c'était en fin de nuit pour eux, ils ont posté tout de suite, donc il y a plein déjà de photos de cette éclipse de lune totale. La Lune est rentrée totalement dans l'ombre de la Terre. Donc, pleine Lune, milieu du ciel en Taureau, fond du ciel en Scorpion, mais la Lune est Sagittaire, Gémeaux. Ouais. Nous avons Jupiter au couchant, donc c'est majeur. Ça donne le côté, vraiment, c'est important de ce point de vue-là, et c'est carré à la Lune. Alors, on va dire que tous les gens qui je pense aux gens qui sortent, qui se fréquentent, etc. Mais aussi, déjà, voilà, la Lune est près de son nœud descendant, c'est normal puisque c'est éclipse. Oui, oui. Ouais, mais dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Oui. Ouais. Et donc, carré à Jupiter. Ouais.
et carré à Mercure et Vénus. Voilà. Et ce nœud descendant, il est pile à la longitude d'Antares, qui marque actuellement le 11e degré du signe du Sagittaire. Et donc la Lune est conjointe à Antares à 21h quelque chose. Voilà. Ouh, c'est à l'heure où on enregistre. Là, c'est pile en ce moment. Attendez, à quelle heure elle est conjointe à Antares? À 20h34, ben, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc, c'est. On est à peu près synchrone. Donc, on a Antares et la Lune qui passe au nœud, pile, voilà. Donc, je vous proposais d'aller s'instruire un petit peu sur ces deux étoiles que sont Antares et Pollux, parce que ça va nous donner, pour se détacher un peu uniquement ce que véhicule la tradition, pour aller d'ailleurs chercher un peu dans les autres traditions, parce que voilà, on va voir par exemple Pollux pour commencer. Je suis sur la page de Pollux. Donc, c'est la deuxième étoile, je montre un peu je rappelle, la constellation des Gémeaux. Donc il y a Castor et Pollux. C'est Pollux qui brille le plus fort. Et après, ça fait ça. Il y a tellement de dessins qu'on ne voit pas tout. Et c'est Castor qui est alpha. Mais elle est la deuxième brillante et c'est Pollux la plus brillante. Voilà pour la carte du ciel. Hop, hop, hop. C'est une étoile. En fait, elle n'est pas double. Alors, on va d'abord dire ses noms. Donc, Pollux, un des deux fils jumeaux de Zeus et de Léda dans la mythologie grecque. Chez les Arabes, c'est la tête du deuxième jumeau, puisque ce sont les jumeaux, les Gémeaux dans toute la culture méditerranéenne. En astronomie chinoise, c'est la troisième étoile de la rivière du Nord, parce qu'eux, ils voient une rivière du Nord et la rivière du Sud. Elle compose avec Castor et Rho des Gémeaux, la rivière du Nord. Donc c'est pas du tout le même dessin que chez nous. Voilà, qui représente en fait un sous-groupe de l'astérisme Nanbee, qui représente deux petites vallées en bordure de la rivière céleste Tian-e, qui est la Voie lactée. Donc voilà. Alors, Castor est une étoile quadruple. Donc il y a 4 étoiles blanches et jaunes, alors que Pollux est une étoile toute seule, géante, et donc plus froide, géante, jaune-orange, que la blanche est plus chaude. Donc en fait, elle est entourée de tas de petites étoiles. Visuellement, on dirait qu'il y a plein d'étoiles, qu'elle est fait couple avec plein d'étoiles, mais en fait, elles n'ont rien à voir. Et la Pollux est toute seule. Donc voilà le personnage de Pollux, ce qu'on peut en savoir. Voilà. Par contre, elle est la première étoile importante, enfin la première étoile connue, visible à l'œil nu et connue de tous, à laquelle on a découvert une exoplanète, confirmée le 16 juin 2006. Donc on l'appelle Pollux B, puis Testias. Donc voilà cette étoile Pollux, une masse d'environ 2,3 fois celle de Jupiter, et qui fait son année en 590 jours. Donc ça ne dit pas à quelle distance. Assez loin, puisque 590 jours, ça la met assez loin de son étoile Pollux. Donc voilà Pollux, une grosse étoile jaune-orange qui a une planète et plein de petites étoiles qu'on voit autour, mais qui n'ont rien à voir avec elle. Quant à Antares, donc c'est à Pollux que Mars est conjointe. Quant à Antares, à laquelle est conjointe cette éclipse de lune, donc c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion, qui est l'œil du Scorpion en fait. Hein. On l'appelle l'œil du Scorpion. Je grossis un peu. Voilà, Antares, avec les 3 étoiles qui sont devant, là, qui font la pince du Scorpion. Puis après, le dessin de la constellation, c'est ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et ça remonte, il y a sa queue là, avec Shola et Lesat, un petit triangle qui remonte un peu au-dessus de l'horizon. Il faut mieux être au sud pour bien la voir. Parce que la constellation du Scorpion, elle passe bien bas pour l'hémisphère nord. Donc Antares, c'est donc une super géante rouge. Elle est bien plus grosse que le Soleil. Et donc, elle irait jusqu'au-delà de Mars. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est une des plus. Donc, elle va finir tôt ou tard en supernova.
relativement bientôt, mais à une échelle astronomique. Donc, ce qui en fera alors pendant quelques semaines un astre aussi brillant que la pleine lune. Un événement qui s'est produit à l'époque de Tycho Brahe et de Kepler et qu'on n'a pas revu depuis. Une supernova qui vous illumine le ciel pendant quelques semaines, qu'on voit jour et nuit et qui brille autant que la pleine lune, quoi. D'accord. Alors, Antares, c'est une étoile double, donc Antares B, découverte le 13 avril 1819. Donc, une compagne qui est bleu-blanc, donc une jeune chaude. Enfin, disons qu'elle est plus petite, c'est pour ça qu'elle vieillit moins vite. Alors, dans ce couple, Antares a vieilli plus vite, et donc elle est grosse et rouge, et bientôt sur la fin, mais peut-être que la petite absorbera la matière quand ce sera la fin. Donc, elle est très facilement visible à l'œil nu, sauf que le Scorpion passe pas bien haut dans notre hémisphère, à notre latitude, et donc elle est au méridien à la minuit, à la mi-mai, effectivement. Bon, en fait, c'est la bonne saison pour la voir le soir, tout l'été. Donc, il y a l'amas globulaire M4, un magnifique amas globulaire tout près, mais le nom de l'étoile. Alors, Antares, ça vient de Arès, c'est comme Arès, puisqu'Arès, c'est le dieu de la guerre dans l'histoire romaine. Et en fait, c'est parce que Antares est rouge comme Mars, donc Antares, c'est comme Mars. Et donc, elle est pile à l'opposition de Aldébaran du Taureau, qui marque, elle, à notre époque, le 11e degré du signe des Gémeaux. Ce sont les étoiles fixes, les 4 étoiles royales des Perses, qui, avec Régulus du Lion, et pour le Verseau, ça c'est faux maillot du Poisson austral, parce qu'il n'y a pas d'étoile très brillante, qui marque la croix du zodiaque des étoiles, la croix fixe là, du zodiaque des étoiles, en fait. Et qu'on voit se décaler lentement par rapport au zodiaque tropical. Voilà. Donc le cœur du Scorpion, c'est une appellation très très ancienne, voilà, c'est le cœur du Scorpion. Et c'est celui qui met Orion à bas dans la mythologie. C'est celui qui réussit à piquer Orion au talon et Orion s'écroule, alors que c'était le grand chasseur de fauves. Alors je reviens sur les thèmes. Donc en astrologie, on lui prête une connotation hyper maléfique. Ce qui est, disons qu'on va voir au fond, hein, quand la Lune est conjointe Antares, c'était qu'elle est en déclinaison sud, elle s'approche de sa déclinaison sud maximale, à notre époque en tout cas. Et elle serait à quel degré en zodiacal? Qui, Antares? Elle est là, là où il y a le nœud descendant de l'orbite lunaire aujourd'hui. Elle marque le 11e Sagittaire. C'est le 11e Sagittaire, d'accord. Ouais. Ok. Parce que j'ai regardé chez Dan Rudyard, qu'est-ce qu'il dit du 11e Sagittaire. C'est quand même intéressant. Ah, dans l'aile gauche d'un temps degré archaïque, ouais, vas-y. Une lampe brûle dans un récipient à forme humaine. De nos jours, il est important de retrouver son corps pour compenser les effets d'une intellectualisation trop prononcée. Cette suite symbolique nous met en présence d'images assez mystérieuses auxquelles néanmoins on peut attribuer un sens très profond et important pour notre époque. L'énoncé original de cette scène parlait d'illumination physique. Toutefois, il semble traduire en termes d'aujourd'hui le besoin de se fier à la sagesse du corps dont on fait grand cas dans différentes techniques modernes comme la psychothérapie de la Gestalt. Il s'agit de déconditionner une conscience emprisonnée dans des stéréotypes intellectuels entièrement subordonnés à des valeurs quantitatives prônant l'objectivité et la conformité aux normes culturelles. Je trouve que c'est... On est en plein dans le mille. C'est dit autrement, mais... la pleine lune, donc on parle d'illumination. Waouh! Elle y est l'illumination, là, avec la pleine lune, puisqu'on a le soleil en face.
Ouh. Ouais. Ah, on est dans le creuset, là, mais c'est ce que dit aussi Mars-Pluton du dernier quartier. En fait, on est vraiment dans le creuset. Là où un feu dans t'as dit un récipient en forme humaine. Ouais. Ah oui, c'est ta flamme intérieure. Hein. Si tu l'as pas, ta flamme intérieure, tu passes de l'autre côté. Ouais. Voilà. Soit tu es une grande âme, soit tu te fais emporter par la vague. Là, c'est la grande. C'est une vague. Pour les surfeurs, c'est peut-être très bon. Ouais. C'est une belle vague pour les surfeurs. Waouh! Ouais. Ouais. Et alors, moi j'aime bien l'information synthétique. C'est le premier stade d'un enchaînement provocateur. Il incite sur l'importance pour nombre d'intellectuels de se fier aux réactions de leur organisme lorsqu'ils relèvent les défis de l'existence. C'est plein de sagesse, ça. Bah dis donc. Ça concerne le 11e degré des Sagittaires. C'est ça? C'est tout ça sur le 11e degré Sagittaire, écrit par Dan Rudyard. D'accord. Ouais. Ah ben merci, parce que c'est un bon partage. Moi, j'aime bien, de toute façon, enfin, les degrés monomères, il y a pas mal d'auteurs, en fait, qui ont rédigé Il faut faire le tri, il y a plein d'informations, il faut faire le tri. C'est pas moi, ce que j'ai remarqué... Faire le tri, ce que j'ai oui et non. remarqué... Vaudrait mieux plutôt converger, parce que chaque personne est un filtre, donc chacun va l'exprimer en fonction de ce qu'il est, de son époque, sa culture, etc. C'est les images qu'il a dans la tête, mais si on met... en faisant converger les différentes façons de parler de tel degré, par exemple, on peut parvenir peut-être à une compréhension plus fine. On peut élargir en tout cas ça. C'est en mode neptunien, là, justement. Alors, mais celui-là, tu vois, moi, je les regarde, mais je ne suis pas prisonnier de ça. Très souvent, je passe devant, ça ne me dit rien. Mais là, je l'ai déjà regardé ce matin et j'ai trouvé qu'il était important. Il résonne. Enfin, moi, je sens quelque chose là. Je le ressens. Bon, c'est personnel, c'est tout. C'est de la poésie, c'est une façon poétique. Donc, chaque personne qui va se pencher sur ce sujet-là va exprimer cette poésie. Marin de Charette, il a fait aussi des degrés monomères. Chacun va y aller de sa poésie et c'est ça qui est beau, en fait. C'est pour ça que ça me plaît. C'est comme de parler des étoiles qui sont derrière les planètes. Quand on se retrouve dans un axe marqué par une étoile importante, ça marque aussi qu'on est à une échelle plus grande. Il se passe quelque chose de significatif. C'est ça. Voilà. C'est le décor d'arrière de plus ni moins. Ça nous ramènera des pâquerettes. Mars-Pluton, ras des pâquerettes. Effectivement, revenir à son corps. Et aussi le corps planétaire, parce qu'on est... c'est dans la globalité, quoi. C'est le corps dans sa globalité. Voilà. On peut penser aussi à la planète dans sa globalité, mais c'est l'axe des solstices, sens des ensembles fermés, Cancer, Capricorne, alors que c'est sens des ensembles ouverts, Gémeaux, Sagittaire. Eh ben, j'en profite pour vous rappeler que lundi prochain, de 18h à 21h, nous faisons l'atelier zodiaque sur le signe des Gémeaux. On va considérer les Gémeaux, le signe des Gémeaux dans tous ses états, en long, en large et en travers. Donc, bienvenue, parce que là, c'est une webconférence gratuite à laquelle tout le monde est convié. Après, j'organiserai l'atelier. Je vais voir comment j'organise. Tout n'est pas encore au point. Je vous ferai certainement quelques offres et propositions. Mais en tout cas, on va travailler pendant 3 heures sur le signe des Gémeaux, astronomie, astrologique, petits exercices et exemples. Donc, si vous avez des idées de thèmes illustrant les Gémeaux, vous pouvez les apporter. Ça va, on a encore quelques minutes pour discuter de quoi on pourrait parler. Ben, en tout cas, pour ce qui est d'un tournant, c'est un tournant.
On a ce que j'avais dit tout à l'heure dans la vidéo précédente, on observe aussi pendant la semaine Mercure, qui était haut en latitude héliocentrique, et déjà est en train de redescendre. Hein, il avait atteint sa latitude maximale au moins la semaine dernière, la semaine d'avant. Oui. La semaine d'avant. Ouais. Et donc, Oui. il descend, il double Mars qui descend, et, Mars qui monte, Vénus qui monte, et il va descendre toute la semaine. Voilà. Regardez la config là, le 26 et la config le 2. Donc, Vénus qui monte à doubler Mars, et Mercure qui descend est rendu ici. Il est passé à son nœud descendant, donc c'est 0, le 30. Et voilà, parallèle Uranus qui monte, il descend, comme on descend une fermeture éclair, on dirait. Parce qu'en une semaine, il a pratiquement tout descendu. En 8-10 jours. Il fait quand même un tour en 3 mois, mais vu ça, c'est intéressant à observer ça. Quand il descend, c'est grrrm, ça va très vite. Là, pour l'instant, il est proche de son aphélie. Et il va être en conjonction. Mercure sera donc en conjonction inférieure le 11 juin. Et à la fois à l'aphélie. Et donc, oui, un dernier commentaire aussi, c'est qu'on a nos 3 planètes fonction petit t, transcendance extensive, à savoir Pluton, pouvoir de la transcendance qui est rétrograde maintenant depuis le 26 avril, je crois. Saturne, qui l'est depuis le 23 mai, et Mercure, qui devient le 30 mai. Donc, c'est les seuls rétrogrades, et on voit que c'est les fonctions petit t, donc celles qui permettent de prendre du recul, de la distanciation. C'est qu'est-ce que ça va, comment ça va se traduire par un frein de moins de distanciation, ou au contraire on approfondit la distanciation. On va essayer de comprendre ça en observant, parce que on mûrit oui. On mûrit sa pensée. Ouais. Surtout quand Mercure est à la félie, normalement, on est plus dans la prise de distance. C'est certainement plutôt ça que ça veut dire. Alors, j'arrête le partage. On se salue un petit peu parce qu'on va bientôt se quitter. Lundi, lundi, 18h, dans la salle webinaire LearnyBox. Donc, bienvenue. Vous avez déjà le lien. Je le remettrai en dessous de la vidéo, bien entendu. Je vais renvoyer un mail. D'accord. Merci beaucoup, Christophe et Michel. Et à très bientôt. Bye bye. Salut Christophe. Bye bye. Salut. À bientôt. Bonne nuit. Et bonne nuit, les petits. Que le ciel vous soit bénéfique pour les meilleurs augures, n'est-ce pas? Et profitez, la lune va se lever à 22h ce soir.